Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Politique du Figaro. Le lundi soir à 22 h sur le Figaro TV, canal 34 de la TNT et sur le site du Figaro. Aura-t-on un budget à Noël? C'est la question que les Français sont en droit de se poser alors que les débats se durcissent à l'Assemblée et que le temps est désormais compté. Tout dépendra évidemment de l'attitude des socialistes qui menacent à nouveau le gouvernement d'une censure sur la taxe Zuckman. Jusqu'où le compromis peut-il aller? La droite aura-t-elle son mot à dire? Et quid de la perspective d'une nouvelle dissolution? C'est les questions qu'on va aborder ce soir avec mes invités. Bienvenue à tous, c'est parti pour une nouvelle édition du Club Politique. J'accueille ce soir Wally Bordas, journaliste au service politique du Figaro, qui passe ses journées et ses nuits à l'Assemblée pour décrire les débats qu'on est en train de vivre actuellement, et qui vient de sortir un ouvrage que je vous conseille tous, qui s'appelle Palais Bourbier, le nom dit tout, aux éditions Robert Laffont. Merci d'être avec nous ce soir. J'accueille également Claire Conruit, en charge du suivi de la droite, également au service politique du Figaro, et puis son homologue côté gauche, Richard Flurin, qui est également journaliste au service politique du Figaro. Et puis notre invité extérieur cette semaine, c'est le constitutionnaliste Benjamin Morel, qu'on ne présente plus, puisque vous le voyez sur beaucoup de plateaux télé et au Figaro, pour nous aider à y voir clair sur cette période il faut dire, un peu trouble. Et d'ailleurs, cette période du budget, elle l'est particulièrement, puisqu'on a vu depuis le début de ces débats en hémicycle, une vraie bataille qui s'est engagée. Wally, vous la suivez déjà depuis plusieurs jours. Quelle est votre première analyse à chaud des débats qui se sont menés à la fois en commission et en hémicycle, puisque désormais on est sur des débats avec tous les parlementaires? Alors déjà, on est dans une incertitude absolue, et ce n'était pas le cas lors des précédents budgets l'an dernier, puisqu'on avait déjà un petit peu plus ou moins la fin du film avec le 49.3 qui allait avoir lieu par Michel Barnier et puis ensuite par François Bayrou. Cette année, le Premier ministre s'est engagé à ne pas utiliser le 49.3, ce qui change absolument tout au déroulé, pour le coup, des débats budgétaires. Ce qu'on a pu voir depuis le début, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, avec des craintes notamment sur l'augmentation de beaucoup de taxes ou d'impôts, on a pu voir là depuis les 2-3 jours où ça a commencé en hémicycle, finalement pas mal de victoires plutôt du côté droit de l'hémicycle, avec des premières mesures un peu phares qui ont été adoptées, comme la défiscalisation totale des heures supplémentaires, comme la suppression du gel du barème de l'impôt sur le revenu qui aurait mis 200 000 nouveaux ménages dans l'impôt et qui a été supprimé grâce à un amendement de la droite qui a été voté même par finalement la France Insoumise et le RN. Donc on a finalement des choses assez imprévues qui se passent. On a un budget un peu indécis qui se dessine au fil des jours, et je pense qu'on aura encore des surprises au fil de la navette parlementaire et que ça va durer longtemps. Rappelons-le, c'est jusqu'à à peu près fin novembre, début décembre. Alors vous parliez de victoire symbolique de la droite. Ce n'est pas pour plaire évidemment au Parti socialiste qui réclame son dû et des mesures plus sociales, en tout cas de justice fiscale. C'est comme ça que c'est présenté. Et le débat de la semaine tourne évidemment autour de la fameuse taxe Zuckman. On en a beaucoup parlé, et les socialistes menacent de censurer le gouvernement s'ils n'obtiennent pas des gains sur le sujet. On écoute Boris Vallaud, le patron des députés socialistes, sur le sujet. S'il n'y a pas des mesures de justice fiscale, c'est-à-dire mettre à contribution les plus hauts patrimoines, les plus hauts revenus, les très grandes entreprises qui ne participent pas comme elles le devraient à la solidarité nationale, eh bien ça consistera à faire payer ceux qui n'ont que leur travail. Évidemment, nous ne le voulons pas. Je l'ai dit et je le redis encore, je ne veux pas que mon boulanger dans les Landes paye plus d'impôts que Total, CMA CGM ou L'Oréal. Je ne veux pas que mon voisin dans les Landes paye les impôts des milliardaires qui ne les payent pas. Alors, Richard Flurin, l'examen de la taxe Zuckman devait débuter dès samedi, mais par miracle,
cet examen a été décalé de quelques jours, soi-disant pour des raisons d'agenda gouvernemental. Est-ce qu'on y croit vraiment ou est-ce que c'est l'occasion peut-être pour les socialistes et les macronistes de nouer un accord sur le sujet? Ce sera sans doute l'occasion de nouer un accord. On ne sait pas à quel point c'est volontaire. Le gouvernement se défend de tout accord ou entente secrète avec les socialistes. C'est la même chose du côté du Parti socialiste. Très peu de choses fuitent en réalité. Il y a une réunion qui a été révélée par Wally vendredi, mais c'était a posteriori, c'était indépendamment de la volonté de la gauche pour le coup. Mais effectivement, il y a des choses qui se trament. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Sur les derniers échos de la journée, si je puis dire, même de la mi-journée, les socialistes ne sont pas du tout satisfaits de leurs échanges avec le gouvernement sur la question. On verra, il reste encore un peu de temps, ce sera vraisemblablement mercredi, si j'ai bien compris, ou un peu plus tard, peut-être dans la semaine. Et ce qui est certain, c'est que les socialistes veulent obtenir gain de cause sur la taxe Zucman. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais ils ont déposé un amendement de repli, comme on dit, sur une taxe Zucman allégée. Oui. Et c'est peut-être par là que ça passera, peut-être par là que ce compromis passera. Alors, cette taxe Zucman light, on va dire light parce qu'elle n'est pas si light que ça, c'est quand même 3% de taxes pour les patrimoines de plus de 10 millions d'euros, alors que la taxe Zucman d'origine, on était sur 2% pour les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Mais cette taxe exclurait le patrimoine professionnel, notamment le patrimoine familial. Benjamin Morel, cette taxe Zucman, qu'elle soit light ou strong, est-ce qu'elle est constitutionnelle ? Alors la taxe Zucman, on a objectivement une question, parce qu'il y a des questions à la fois d'égalité devant l'impôt, etc., qui fait qu'on peut avoir une question, mais de toute façon, elle ne sera pas votée. On va être tout à fait clair. Ouais. Quant à la taxe Zucman relativement light, là, ça devrait normalement, si j'en ai cru bien comprendre les fondements de l'amendement, pas trop poser de problème. Après, vous avez des réalités arithmétiques, c'est-à-dire qu'on part du principe que le Parti socialiste est l'alpha et l'oméga aujourd'hui du fait que pour obtenir une majorité. C'est tout sauf évident. Le PS ne se suffit pas à lui-même, même s'il était en alliance avec les macronistes. Dans la réunion que vous évoquiez, les LR n'y étaient pas. Or, si les LR ne votent pas le budget, il n'y a pas de budget. Il y a 3 réalités arithmétiques possibles. LR plus PS qui votent le budget. Vous savez, quand on s'amuse à faire de la politique budgétaire comparée à l'étranger, il y a un critère pour savoir si vous êtes un groupe de la majorité ou de l'opposition, c'est est-ce que vous votez le budget. Si le PS vote le budget, théoriquement, je suis obligé de vous dire que le PS est dans la majorité. Aujourd'hui, le PS fait tout pour éviter de voter le budget. Donc si le PS s'abstient, ça ne suffit pas. Il faudrait que l'ensemble de la gauche hors LFI s'abstiennent également. Les communistes, les écolos. Ça implique 2 choses. Ça implique que les LR votent quand même le budget, un budget sur lequel Laurent Wauquiez voterait pour et sur lequel les communistes s'abstiendraient. Est-ce que ce budget existe aujourd'hui? Ce n'est pas évident. Par ailleurs, comme on n'a pas de 49 alinéa 3, il y a des jeux de mobilisation différentiels. En d'autres termes, si vous avez des députés de la majorité qui ont ce jour-là piscine ou aquaponie parce qu'ils n'ont pas envie d'être là, ça peut les arranger. Ça ne les arrange pas du tout, au contraire. Parce que dans une motion de censure, vous n'allez pas voter, et en n'allant pas voter, vous comptez pour le gouvernement. Là, il faut être présent. Et donc, ce faisant, il faut que le socle commun fasse le plein, qu'il n'y ait pas de dissidents chez LR, et que l'ensemble de la gauche s'abstienne. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait évident. Si jamais vous avez une taxe Zucman light, et que cette taxe Zucman light, les LR n'en veulent pas, c'est mort. Si jamais vous avez une taxe Zucman light et que les communistes disent en fait c'est pas assez strong, eh bien à ce moment-là c'est mort aussi. Donc vous voyez que le jeu excède bien au-delà des rapports entre le gouvernement et les socialistes. Il faut penser de manière très très large et que là pour l'instant on verra s'il y a un terrain d'atterrissage. Ouais, la ligne de crête elle est vraiment très étroite, d'autant que la droite veille au grain, vous l'avez dit Benjamin Morel. Par exemple sur la taxe Zucman, est-ce que la droite pourrait envisager de voter une telle taxe? Il y a quand même une forme de popularité de ce type de mesure dans l'opinion, il faut quand même le dire, où il y a une demande de ce qu'on peut appeler la justice fiscale, mais en tout cas d'une taxation des plus hauts revenus. Qu'est-ce qu'on en pense chez les Républicains? Je ne vois pas le groupe des députés DR voter la taxe Zucman et d'ailleurs Laurent Wauquiez va y veiller pour sortir par le haut d'une séquence à l'Assemblée qui a mal commencé pour la droite. Et je rebondis sur ce que dit Benjamin Morel. En fait, depuis le début, il y a une entente d'opportunité entre Sébastien Lecornu et au début, on ne pensait qu'avec le Parti socialiste, mais en réalité avec les Républicains aussi. Les Républicains à l'Assemblée. Il y a une entente d'opportunité avec Olivier Faure contre Jean-Luc Mélenchon et une entente d'opportunité de Sébastien Lecornu avec Wauquiez contre notamment Bruno Retailleau. Et le but, c'est que dans cet équilibre, chacun puisse, et au PS et chez LR,
avancer ses gains dans ces discussions. Donc Wauquiez va vous dire j'étais contre toute hausse de taxes et d'impôts. Voici ce que j'ai retenu, c'est exactement ce qu'il a réussi par ailleurs à faire cette dernière semaine. Quand le Parti socialiste essaye d'obtenir, au moins symboliquement, et ça on peut dire que dans le débat médiatico-politique, les socialistes ont gagné la bataille de la justice fiscale. On ne parlait pas du tout du budget en ces termes il y a encore la dernière fois qu'on examinait un budget à l'Assemblée. Et à la fin des fins, et c'est ce que disait Wally au début, quel texte budgétaire ça va donner? Est-ce que ça va être un truc à la Frankenstein, comme le dit Éric Coquerel, ou est-ce que ça va être suffisamment fait en dentelle au gramme près pour que ce soit globalement votable pour tout le monde? Ce qui serait objectivement une prouesse pour le Premier ministre. D'autant qu'il y a une donnée qu'on n'a pas encore évoquée, qui est celle du Sénat. Gérard Larcher, qui a donné une interview aux Parisiens ces derniers jours, s'est montré assez dur. Alors là, c'était sur la suspension de la réforme des retraites. On peut penser que sur la taxe Zuckman ou sur des questions de fiscalité, la position du Sénat sera aussi très dure. Donc ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Mais c'est l'Assemblée, malgré tout, qui a le dernier mot clair. Est-ce qu'ils sont... comment le Sénat va jouer sa partition ? D'abord, je pense que Sébastien Lecornu est extrêmement au fait du rôle du Sénat dans tout cela, qui peut au moins faire mal au Premier ministre politiquement et faire bouger toute cette tectonique très, imprévisible de ce texte, puisqu'aujourd'hui, il reçoit tous les chefs des groupes du Sénat. Donc, à la fin... le Sénat sera un moment pour la droite, à mon avis, qui va en effet modifier ce texte, mais à la fin, ça tombe à l'Assemblée, et de toute manière, ça sera qu'une parenthèse. Ouais, tout va finalement se jouer en commission mixte paritaire, hein, a priori. Wally, vous me confirmez cette perspective ? Je pense qu'il y a surtout une question de délai dans tout ça. On sait que pour le budget, il y a 70 jours pour arriver au terme de la navette parlementaire et à terme soit à l'adoption, soit au rejet du texte. Pour le budget de la Sécu, 50 jours. La question, c'est est-ce que cette navette parlementaire et ces échanges Sénat, Assemblée, commission mixte paritaire vont pouvoir se faire dans les délais impartis? Si ce n'est pas le cas, le Premier ministre pourra avoir recours à l'article 47.1 de la Constitution pour faire adopter ce budget par voie d'ordonnance, ce qui dispensera finalement l'Assemblée nationale et le Sénat d'un vote final. La CMP, elle peut très bien soit être non conclusive, soit ne même pas se faire du tout, parce que effectivement, on a une opposition droite et assemblée finalement. La droite sénatoriale peut très bien dire nous ne sommes pas du tout d'accord avec les mesures de l'Assemblée nationale, notamment la suspension de la réforme des retraites, notamment la taxe Zuckman Light si elle y est. Donc il ne sert à rien de faire une commission mixte paritaire. Passons directement à la seconde lecture. Et cette question des délais, elle se pose encore plus quand on voit ce qui se passe là depuis 2-3 jours à l'Assemblée nationale, où effectivement les débats sont passionnants, sont intéressants. Il y a du monde dans l'hémicycle. Mais oui, ça c'est nouveau peut-être. Du coup, ils prennent du temps, ouais. Ils prennent du retard, et il est même possible qu'on commence à étudier le budget de la Sécu avant même d'avoir fini d'étudier le budget, le projet de loi de finances, et que celui-ci revienne 2 semaines plus tard. Donc effectivement, on commence déjà à prendre du retard. À cause de cette mobilisation, ou grâce à cette mobilisation, je ne sais pas de quel point de vue le voir, mais en tout cas ça peut poser souci à la fin sur un vote final. Et donc Benjamin Morel, si le délai des 70 jours qui sont autorisés par la Constitution est dépassé, que se passe-t-il ? Alors déjà, les 70 jours, ce n'est pas des 70 jours obligatoires. Le gouvernement n'est pas obligé, le 71e jour, de déclencher les ordonnances. Toutefois, les ordonnances, elles vous servent à faire quelque chose, c'est à avoir un budget avant le 31 décembre. On a beaucoup dit, le gouvernement doit absolument déposer son budget 70 jours avant le 31 décembre. Ce n'est pas vrai. Seulement, si jamais il ne le fait pas, il se prive des instruments qui lui permettent demain potentiellement d'user de ces ordonnances pour éviter que le 1er janvier, on n'ait pas de budget et qu'on n'ait pas non plus de loi spéciale et que ça, ce soit entantiné, enquiquinant. C'est un scénario possible ?
C'est un scénario assez peu probable à ce stade-là, sauf si on doit avoir une dissolution au mauvais moment. Mais sinon, normalement, vous avez soit la possibilité de voter des lois spéciales, mais les lois spéciales, on les a faites l'année dernière, elles ont un coût économique. C'est quoi des lois spéciales? C'est des lois en fait qui autorisent le gouvernement à continuer à prélever les impôts, à emprunter sur les marchés financiers pour exécuter les dépenses de l'État. Mais ces dépenses, ce n'est pas toutes les dépenses, c'est les dépenses courantes de l'État. Vous pouvez continuer à payer vos fonctionnaires, mais vous ne pouvez pas en recruter de nouveaux. Vous pouvez faire rouler vos services publics, mais vous ne pouvez pas construire une nouvelle ligne de chemin de fer. Vous pouvez payer vos militaires, mais vous ne pouvez pas leur acheter des avions. Donc vous avez un État au ralenti, et surtout derrière, vous avez des commandes publiques, avec des entreprises qui tirent la langue, des sous-traitants qui meurent, et pour l'ensemble de l'économie, c'est très mauvais. Donc les lois spéciales, il vaut mieux éviter, surtout que on a au mois de décembre la nécessité d'adopter un budget a priori. Si on n'arrive pas, il faudra le faire en février-mars. On a des élections municipales. Comprenez que le climat politique ne sera pas meilleur. Les ordonnances, c'est ce qui vous permet d'exécuter le projet de loi de finances originel, celui déposé à l'Assemblée nationale, directement par voie d'ordonnance si le Parlement ne s'est pas prononcé. Mais il faut voir que les ordonnances, ce n'est pas non plus l'idéal. Les ordonnances, c'est la bombe atomique. On ne les a jamais utilisées, les ordonnances budgétaires, c'est pas pour rien. Dans ce pays, on a voté un budget chaque année, sauf pendant la période de Vichy, depuis 1816. Le fondement du régime parlementaire, c'est de voter le budget. Si jamais vous avez un Parlement qui ne vote pas le budget cette année, c'est une vraie première. Et derrière, vous avez un Sébastien Lecornu qui risque d'être sur un siège éjectable. Donc pour cette raison-là, on devrait essayer d'éviter les ordonnances, même si les réalités arithmétiques font que si on n'a pas de budget, on sera peut-être quand même content d'avoir les ordonnances. Ça nous fera regretter le 49 alinéa 3, parce que le 49 alinéa 3, au moins il y a un vote. Là, il n'y en aura même pas. Oui, c'est-à-dire que ce serait quand même une forme de comble de faire passer un budget par ordonnance au moment où on érige le Parlement en modèle de gestion politique, de démocratie, etc. Si jamais cette perspective des ordonnances se confirme, ce serait quand même un très mauvais signal pour notre système politique, Richard. Effectivement, c'est le risque. Je vois Wally, et je le partage son avis, Wally se félicitait de voir le Parlement agir de bonne manière avec beaucoup de députés dans l'hémicycle, des débats intéressants sur le fond. C'est vrai qu'on reproche beaucoup à la politique de faire de la stratégie et de la tactique. Là, manifestement, on s'intéresse au fond de l'affaire, mais tout ça se vérifiera à condition qu'on aboutisse à un accord sur le budget. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'effectivement, le chemin est extrêmement difficile, tortueux, étroit, etc. Mais je pense qu'il y a quand même, on voit que pour l'instant, dans les quelques jours qui se sont produits, la droite peut se féliciter d'un certain nombre de victoires, la gauche se félicite d'un certain nombre de victoires, et en fait, si on continue à avancer comme ça, on peut finir à un compromis. Je ne vais pas faire preuve d'optimisme béat, mais pour l'instant, tout le monde est à peu près satisfait de ce qu'il obtient, avec évidemment beaucoup de prudence sur l'avenir. Oui, mais c'est quand même le chacun pour soi qui prédomine pour l'instant. Enfin, on a cette impression-là quand même en regardant les débats. Ce que vous disiez tout à l'heure sur l'issue indispensable, c'est-à-dire une abstention des écologistes avec une abstention des socialistes, il faut quand même dire la réalité, c'est que dans les coulisses, les Verts, ils étaient bien contents que les socialistes, pour certains d'entre eux, ceux avec qui j'ai pu discuter, ils étaient bien contents que les socialistes ne censurent pas le gouvernement parce qu'ils voulaient tout éviter la dissolution. Donc ils n'étaient pas eux-mêmes confrontés à ce choix qui est quand même, je pense, assez écrasant pour un député pris individuellement, celui de la censure ou celui de l'abstention sur le budget. Ils vont devoir là, ils vont y être confrontés directement. Et la question, c'est est-ce que les députés écologistes, à considérer que les LR votent le budget, que les socialistes ne votent pas, s'abstiennent sur le vote du budget, est-ce que les écologistes prendront la décision très lourde d'éviter une adoption du texte budgétaire? Alors, on va continuer à parler justement de la gauche et d'Olivier Faure, plus particulièrement avec vous, Richard. Quel est son objectif au premier secrétaire du PS? Est-ce que c'est justement multiplier les scalpes gouvernementaux en vue de la présidentielle? Pourquoi pas d'une éventuelle candidature de sa part? Mais dans ce cas-là, il a finalement aucun intérêt à faire tomber le gouvernement. Bon, effectivement, il a, je pense, des ambitions certaines pour 2027, Olivier Faure. Ça fait longtemps qu'il dirige le Parti socialiste, il vient d'être réélu à la tête du parti, et c'est évidemment une pente naturelle pour lui. Après, quand même, ce qu'il faut dire au sujet du Parti socialiste, c'est que c'est assez clair depuis la fin du mois d'août, au moment de leurs universités d'été, ils avaient fait ce qu'on appelle un contre-budget, où ils avaient annoncé qu'ils voulaient la suspension de la réforme des retraites, un geste sur la fiscalité des hauts patrimoines, un geste sur le pouvoir d'achat, et aucune contribution des ménages modestes et peu aisés.
pour l'instant, c'est toujours leur ligne de conduite. Dans l'hémicycle, je parle sous le contrôle de Wally, mais c'est toujours ce qu'ils demandent. Ils ont obtenu la suspension de la réforme des retraites. Ils demandent aujourd'hui un effort sur la fiscalité des plus hauts patrimoines. Donc, c'est ça qui les guide. Et évidemment, il y a des ambitions politiques personnelles, mais il y a aussi ces ambitions politiques dans la séquence budgétaire qui sont... on ne peut pas les prendre à défaut de... Ils avaient affiché leurs ambitions très très tôt. Ouais. Donc ça, c'est pour les socialistes. Après, évidemment, Olivier Faure, je pense qu'il a beaucoup... engrangé au moment de la suspension de la réforme des retraites. On l'a beaucoup mis en avant, lui, en tant que personnalité politique. Et c'est évidemment Claire disait qu'il y avait dans la bataille culturelle une victoire de la part du Parti socialiste. C'est sûr que c'est le cas et Olivier Faure en profite. Mais est-ce que la menace de la censure n'est pas une stratégie à un pistolet à un coup, peut-être à deux coups, mais finalement, est-ce qu'on peut jouer ça indéfiniment dans cette séquence du budget pour le Parti socialiste? Est-ce que c'est tenable? Le risque, c'est qu'en fait, cette menace-là, elle finisse par ne plus vraiment être prise au sérieux. Ouais. Alors là, elle est, je dirais, relativement intelligente, parce que quand on regarde ce qui s'est passé en commission, en fait, qu'ont fait les députés macronistes? Ils ont fait ce qui leur faisait plaisir, y compris détricoter le compromis relativement fragile qui avait été fait avec Sébastien Lecornu. Donc quel est le message d'Olivier Faure? C'est pas tant de menacer Sébastien Lecornu, c'est d'expliquer aux macronistes que si jamais demain il y avait une motion de censure, il y aurait potentiellement une dissolution et que les premières victimes de la dissolution en cas de scrutin, ce seraient les macronistes eux-mêmes. Le deuxième message, il est à destination de l'électorat qui ne comprend pas forcément la position et des autres groupes de gauche pour montrer que le PS est évidemment aujourd'hui bien à gauche. Donc on est dans de la communication politique. Est-ce que ça peut aller plus loin? À partir environ du 15 novembre, il n'y a plus vraiment de dissolution possible et envisageable. Ouais. Alors expliquez-nous, on a lu avec beaucoup d'attention un article dans l'Opinion ce matin où vous parliez justement de cette borne temporelle du 15 novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, après le 15 novembre, l'hypothèse d'une dissolution paraît improbable? Souvenez-vous de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'admettons qu'on n'ait pas de budget. Bon, c'est pas la panacée, mais on a quand même des solutions. On a les lois spéciales. Les lois spéciales, il faut les déposer avant le 19 décembre, et il faut les voter avant le 31 décembre. Si vous avez une dissolution à partir du 15 novembre, le temps d'élire votre chambre, d'élire ses instances, notamment le bureau, vous dépassez les délais, il n'y a pas de loi spéciale. C'est enquiquinant. De l'autre côté, c'est quoi les ordonnances? Les ordonnances, c'est j'applique un projet de loi par voie d'ordonnance, un projet de loi qui a été déposé pour le PLF 70 jours avant. Quel est l'effet d'une dissolution? Vos projets de loi s'évaporent. Ils cessent d'être des projets de loi. Et donc pas de projet de loi, pas d'ordonnance possible. On n'a plus de loi spéciale possible, pas d'ordonnance possible, et par définition, dans le scénario qu'on est en train de s'élaborer, pas de budget non plus, parce qu'on n'aura pas voté un budget avant la mi-novembre. Donc ce faisant, là, on n'a plus de solution. C'est-à-dire que le consoliste que je suis, il est toujours rassurant. Vous allez lui poser des questions, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et j'arrive toujours à vous trouver un article de la Constitution. Éternellement, on trouve toujours quelque chose qui permet de faire voter. Mais là, on serait au bout du chemin. Là, on n'en a plus. 16, alors, il y a l'article 16, mais on va éviter d'ouvrir des fenêtres d'Overton. L'article 16, il a été fait quand vous avez la Wehrmacht sur les Champs-Élysées. Pas quand on n'a pas de budget, si vous voulez. L'Espagne a vécu plusieurs années sans budget, il n'y a personne qui s'est dit, on a qu'à abolir la démocratie. Donc, on a quand même là-dessus un vrai danger. Donc, en effet, il y a potentiellement ça. On se retrouverait dans un scénario binaire où soit on ne peut pas prélever les impôts au 1er janvier, on ne peut pas emprunter sur les marchés financiers, on peut toujours exécuter les dépenses. Mais avec quoi? On n'a plus d'argent. Ou bien on décide de mettre entre parenthèses la marche normale des institutions via article 16. Donc après le 15 novembre... L'article 16, je précise pour les téléspectateurs, c'est les pleins pouvoirs. Chef de l'État. Donc dans ce cadre-là, en plus dans une situation de fragilisation de la légitimité de l'Élysée qui ferait que probablement ce serait mal reçu par un grand nombre de nos concitoyens. Donc si on veut éviter de se retrouver dans cette situation intenable, après le 15 novembre, on ne peut plus rationnellement dissoudre. Ça veut dire que les menaces de dissolution du chef de l'État tomberont dans l'eau, et ça veut dire que de l'autre côté, l'idée qu'on puisse faire tomber un gouvernement sera toujours possible, mais ça ne pourra plus mener à une dissolution. Et si vous êtes Olivier Faure et que vous dites « attention, je vais voter une motion de censure et demain, vous macronistes, vous serez dissous », les macronistes prendront ça de manière pas très sérieuse. Alors Wally Bordas, il y en a un qui joue son avenir politique aussi, c'est le Premier ministre, Sébastien Lecornu, dont on parle assez peu, qui est très discret dans les médias, mais qui appelle éternellement au compromis et qui espère pouvoir sortir victorieux de cette séquence. Jusqu'où il peut aller justement dans la négociation avec le Parti socialiste, au risque finalement de passer pour quelqu'un qui se fait imposer des dictates de la part d'un parti d'opposition? Il peut aller très loin, je pense, parce que finalement, c'est une négociation presque à blanc. Dans ce que nous explique Benjamin Morel là, depuis tout à l'heure, on comprend
on comprend très bien entre les lignes politiquement ce qui est en train de se jouer. Finalement, c'est que Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, avec Sébastien Lecornu, ont évité la dissolution de l'Assemblée nationale en gagnant du temps, et que plus les jours passent, plus les semaines passent, plus la dissolution devient improbable, voire techniquement impossible, vous nous dites. Donc finalement, Sébastien Lecornu, tout ce qu'il va pouvoir lâcher, la suspension de la réforme des retraites, ça ira, pour le coup, ça ira peut-être au bout par le biais des ordonnances, puisqu'il y a eu cette fameuse lettre rectificative. La taxe Zuckman light ou pas light, voire d'autres efforts sur la fiscalité, ça n'ira probablement pas au bout, puisque ce texte budgétaire ne sera probablement pas adopté. Parce que finalement, si on lit entre les lignes de ce que vous dites, on comprend que le moine soldat Sébastien Lecornu va faire le moine soldat jusqu'au bout. Il a été nommé pour faire adopter un budget. Il fera adopter un budget probablement par ordonnance ou probablement une loi spéciale avec un nouveau budget en début d'année prochaine. Il se fera sortir par les oppositions, très probablement aussi avec une motion de censure spontanée, puisqu'elles ne peuvent pas faire de motion de censure en réaction à un 49.3 qui ne sera pas lui dégainé. Et voilà, ensuite il y aura les municipales, ensuite un nouveau Premier ministre sera nommé soit juste avant Noël, soit en janvier, et ce nouveau Premier ministre pourra probablement durer jusqu'en 2027 au vu des échéances qui arrivent. Et en attendant, Richard Furin, malgré tout, Sébastien Lecornu jouit d'une certaine popularité, notamment auprès des militants socialistes et écologistes. Il faut regarder le sondage, le baromètre IFOP-JDD de ce week-end, 42% de bonnes opinions auprès de cet électorat pour Sébastien Lecornu. Franchement, on ne l'avait pas forcément vu venir. Non, mais on a entendu Olivier Faure le même jour, dimanche, hier, dire du bien de Sébastien Lecornu, disant que c'est un partenaire fiable dans la négociation, ce qui est quand même effectivement un sacré compliment dans la bouche d'un socialiste, et c'est assez étonnant. Je pense qu'il a très bien compris, il est quand même malgré tout un bon politique et un bon politicien, puisqu'il exerce des mandats électifs depuis un certain temps, élu local, etc. Donc il a compris quelque chose de l'ère du temps, je pense, de la manière dont les Français exècre la classe politique. Il y a Fracture française, le baromètre IFOP, Ipsos pour Le Monde, etc., qui est sorti la semaine dernière, qui monte, mais c'est catastrophique pour les partis politiques, pour le personnel politique. Donc il a compris, vous disiez qu'il était en retrait, et je pense qu'il a compris que c'était notamment la meilleure stratégie à adopter pour se faire apprécier de l'opinion, contrairement à certains de ses prédécesseurs, que je ne citerai pas. Donc oui, il a bien compris les choses, et puis il a surtout compris qu'il fallait bosser. Il était présent au banc ce week-end, il va falloir suer pour essayer d'arracher, si ce n'est un accord sur le budget, en tout cas trouver une voie de passage et un chemin pour durer. Claire Condruit, on a bien compris qu'en effet Sébastien Lecornu voulait tenir le plus longtemps possible pour lui ou pour Emmanuel Macron, on ne sait pas. Malgré tout, il y a quand même une vague dégagiste qui s'installe dans le pays. Au plus fort de la crise politique ces dernières semaines, 6 Français sur 10 voulaient une dissolution et 7 Français sur 10 voulaient le départ d'Emmanuel Macron. Est-ce que un retour aux urnes n'est pas inéluctable finalement avant 2027 ? Je pense que l'idée de cette solution ou de cette issue inévitable gagne de plus en plus la classe politique, et on voit très bien les partis se mettre un peu urgemment, pour certains d'ailleurs, en ordre de marche, parce que on dit souvent on a tendance à dire que Sébastien Lecornu, l'idée c'est qu'il tienne le plus longtemps. En réalité, la feuille de route, elle est très claire, c'est de tenir jusqu'au municipal, et après je tombe. Et entre-temps, je permets à tout le monde de plus ou moins se préparer et de tenir la face pour pas qu'on rentre dans une espèce de crise passion politique majeure, et donc dans une dissolution et dans des élections législatives anticipées qui seraient terribles par ailleurs, d'abord pour les macronistes. Oui. Donc c'est ça, à mon avis, la mission politique de Sébastien Lecornu qu'il y a derrière tout cela. C'est celle-ci. Maintenant, toute la question est de savoir quel est le pire ou le meilleur moment. Et là, on est dans la tête du président. Ouais. Donc, en fait, la question, c'est quel est le moins pire des moments pour le camp présidentiel
de se lancer dans une législative. Benjamin Morel, si jamais le gouvernement tombe, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron aurait intérêt ou prononcera une dissolution, ou est-ce qu'il préférera à nouveau retenter de nommer un gouvernement pour éviter ce dont Claire vient de parler? Il y a deux sous-questions en fait. Il y a la question que vous posiez de la fenêtre et il y a la question ensuite de l'intérêt du président. Le président, a priori, est celui qui aurait le moins intérêt à une dissolution. Parce qu'une dissolution, quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes électorales, elle mène à deux choses. Soit un hémicycle encore plus ingouvernable. Vous aurez plus de RN, vous aurez un peu moins de l'AFI, mais pas beaucoup moins. Et donc ça vous fait un champ des partis de gouvernement. Là, on essaie de trouver un budget en censure, non-censure, qui va de Laurent Wauquiez à Olivier Faure. Demain, il faudrait que ça aille de Laurent Wauquiez à Jean-Luc Mélenchon. Le budget n'existe pas. Donc ensuite, la question qui se posera nécessairement de la part de tout un tas de groupes politiques, c'est, au fond, si le problème n'est pas au Palais Bourbon, pas à Matignon, n'est-il pas à l'Élysée, ne faudrait-il pas une démission? Et donc, pour le chef de l'État, ça fait monter la pression sur ce vers quoi il ne veut évidemment pas aller, c'est une démission. L'autre option, quand vous prenez aujourd'hui les cartes électorales, c'est une alliance de la droite et du RN, et là, c'est une cohabitation avec Jordan Bardella. Ce n'est pas non plus la meilleure façon de sortir de son mandat. Donc le chef de l'État, au final, est probablement celui qui aurait le choix entre une démission ou une cohabitation. Ce n'est pas l'idéal. Ensuite se pose la question de la fenêtre. On l'a dit, à partir de mi-novembre, pour des raisons budgétaires, on oublie. Après, on est dans les élections municipales. Ouais. Et là, c'est un vrai risque pour les macronistes qui risquent de finir en charpie. C'est un vrai risque également pour le PS et pour LR. Pas parce qu'ils seraient forcément déshabillés par l'affaire, mais parce que les élections municipales, quand vous parlez aujourd'hui à des maires, la crainte fondamentale, essentielle, c'est une nationalisation de l'élection. Et s'il y a nationalisation de l'élection, il y aura montée localement du RN, de l'AFI, et là vous avez beaucoup de maires LR, PS, les deux grands partis d'élus locaux en France, qui risquent d'être pris dans cette vague-là. Et donc, pour les deux grands partis d'élus locaux en France, c'est le scénario cauchemar. Après, on rentre dans une perspective de dissolution compliquée. Pourquoi ? Parce que si jamais vous faites une dissolution après avril-mai, j'ai encore joué mon constitutionnaliste un peu pénible, mais ça veut dire que théoriquement, si on suit la lettre de l'article 12, le successeur d'Emmanuel Macron ne peut plus dissoudre à la sortir de son élection. Et là, l'idée même qu'il puisse demain avoir une majorité absolue, quand bien même cette idée-là ne soit pas tout à fait évidente, mais elle implose en vol. Et ça veut dire que vous avez un nouveau président, mais vous avez à peu près le même hémicycle. Et donc vous laissez à votre successeur un vrai dilemme, soit il foule au pied l'article 12, ce qui n'est pas tout à fait impossible d'un point de vue constitutionnel. Il y a une fenêtre qui permettrait de redissoudre Il y a une fenêtre que je ne devrais pas vous donner, parce que normalement, voilà. Allez, donnez-vous les petites ficelles. Qu'est-ce que c'est juridiquement qu'une dissolution ? Une dissolution, juridiquement, c'est un décret de dissolution. Ce décret de dissolution fait que tout d'un coup, vous n'avez plus d'Assemblée nationale et que dans les 20 à 35 jours, vous faites des élections. Très bien. Ce décret de dissolution, il est susceptible de recours devant aucun juge. Le Conseil d'État a dit c'est un acte de gouvernement, je ne regarde pas. Le Conseil constitutionnel a dit c'est un décret, je ne regarde pas. Donc si vous avez un président de la République qui disait moi, je décide de dissoudre avant le délai d'1 an, même si le titulaire de la fonction n'a pas à voir et que même si c'était un successeur, théoriquement, il ne pourrait pas, eh bien, ce serait manifestement inconstitutionnel. Nous, les constitutionnalistes, on serait tous rue Soufflot en train de dire pas content, souvent la Constitution. J'espère que les journalistes seraient là au moins pour nous regarder et faire des papiers. Mais en revanche, il n'y aurait aucun juge pour le dire. Et donc, si vous avez une opinion qui est pour, si vous avez des députés qui l'acceptent, à ce moment-là, la dissolution devient possible. Mais ça impliquerait de commencer pour le successeur d'Emmanuel Macron son mandat en foulant au pied la Constitution, ce qui n'est pas la meilleure façon de commencer un mandat présidentiel. Alors tout cela nous amène tout doucement au calendrier de l'élection présidentielle. On a pu voir à droite que les choses se tendaient passablement et que les ambitions naissaient ou renaissaient au fil de la crise politique. Finalement, il n'y a plus vraiment de candidat naturel à droite. Bruno Retailleau avait pu incarner cette position lorsqu'il était au ministère de l'Intérieur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comment ça va se passer du côté des Républicains, Claire ? L'idée tant redoutée de la primaire revient en force. Maintenant, toute la question va être de savoir quel périmètre primaire fermé, donc vraiment interne aux Républicains, ou primaire ouverte. Et la question se pose assez légitimement, parce que vous disiez qu'il n'y a plus, ce qui est vrai d'ailleurs, de candidats naturels à droite. Je ne suis pas sûre qu'il y ait en réalité de candidats naturels non plus du côté du bloc central ou des héritiers d'Emmanuel Macron, qui pour certains sont pas non plus très loin des positions de certains LR. Donc est-ce qu'on englobe tout ce joli monde sur la même ligne de départ pour éviter que les voix se dissolvent,
Donc, à droite, vous avez plusieurs écoles. Vous avez un Laurent Wauquiez qui ne parle pas d'une primaire de l'Union des droites, mais du rassemblement des droites, donc peu ou prou qui irait de Sarah Knafo, donc Reconquête, jusqu'à Gérald Darmanin. Et dans ce spectre, vous pouvez inclure Philippe de Villiers. Bon, voilà. Donc on est visiblement sur le côté droite de l'échiquier. Pour quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui ne s'est pas encore officiellement exprimé sur le sujet, on peut raisonnablement dire que ce ne serait pas du tout le même périmètre, que ce serait beaucoup plus classique, des candidats purement LR, donc primaire fermée. Et rien que là, c'est déjà un bazar, parce que vous avez un David Lisnard, vous avez éventuellement un Michel Barnier, vous avez Bruno Retailleau. Est-ce que Laurent Wauquiez y irait? Et donc, non, ça risque... Je ne veux pas être pessimiste, mais connaissant leur aptitude à s'autodétruire dans de tels moments, ça risque d'être, en tout cas, un début d'un carnage. Et puis, Benjamin Morel, on connaît aussi les effets pervers que peuvent induire une primaire. Avec des contestations internes, des batailles de ligne, et parfois une forme démotivation de l'électorat qui peut en résulter. Oui, alors on peut dire également que c'est un grand moment de focus médiatique et de focus politique qui permet qui plus est de récolter de l'argent et que ça peut être un effet dynamique. Mais en réalité, les primaires, ça ne marche bien que quand vous avez des pays où vous avez une forte bipolarisation et où cette forte bipolarisation est portée par deux partis qui ont un élément fondamental qui vous permet de faire campagne, qui est la caisse. Aujourd'hui, pour faire une campagne présidentielle en la jouant à peu près gagnante, c'est à minimum 10 millions d'euros. Si vous avez un parti suffisamment structuré pour tenir la caisse, et si jamais vous ne passez pas par la caisse primaire, vous ne l'avez pas, ça marche. Le problème actuellement, c'est que vous avez plein de groupes politiques qui ont une caisse à peu près suffisante et des candidats à foison. On peut avoir un candidat Modem, on peut avoir un candidat Renaissance, on peut avoir un candidat Horizon, on peut avoir un candidat LR, voire même plusieurs, on peut avoir un candidat RN, un candidat Reconquête, idem à gauche. Et donc dans ce cadre-là, sauf à parvenir à structurer suffisamment votre espace politique pour que ça fonctionne, eh bien ça paraît très très compliqué. Par ailleurs, une primaire, ça ne vous donne pas forcément le meilleur candidat pour gagner. Ça vous donne le meilleur candidat pour plaire à votre base militante. Prenez la primaire PS en 2017, Benoît Hamon est tout à fait à l'image de l'électorat, enfin de la sociologie des militants PS. Pas vraiment à l'image de l'électorat de conquête et de ce qui permettrait au PS de gagner les élections. Et ça fait un score relativement piteux. Et donc dans ce cadre-là, le mécanisme de la primaire est objectivement, au vu de l'état de notre vie politique, aujourd'hui un mauvais mécanisme. Et pour des partis qui n'ont plus assez d'autorité pour imposer une candidature, souvent, faute de mieux, ça devient le seul mécanisme possible. Richard Flurin, on a exactement par parallélisme des formes le même débat à gauche, puisque certains réclament une primaire. On a vu Marine Tondelier qui s'est déclarée candidate la semaine dernière. Alors c'est très complexe chez les écolos, vous allez nous expliquer. Donc elle est d'abord candidate à l'investiture chez les Verts en vue d'une primaire ouverte à gauche. Donc tout ça est très hypothétique, mais on retrouve finalement le même débat, les mêmes enjeux. Exactement. Pour ce qui est de Marine Tondelier, candidate, elle a dit, à l'élection présidentielle, mais tout en assumant qu'il avance à un certain nombre d'étapes. Il y a une primaire écolo qui va se produire dans les prochains jours, mais celui qui a été désigné aujourd'hui même face à Marine Tondelier, dont le nom m'échappe tout de suite, mais n'a aucune chance de gagner. C'est un vous en tiendra par rigueur. Voilà. Et une fois qu'elle aura été désignée comme candidate du parti écolo, c'est candidate du parti écolo à la primaire de la gauche, qui n'existe même pas encore officiellement, bien qu'il y ait des efforts qui soient déployés pour y arriver. Et puis après, il faut gagner la primaire de la gauche, etc. Il y a effectivement un parallélisme de la forme à gauche, parce qu'il y a l'idée dans l'air, il y a l'idée d'une primaire et l'opportunité d'y arriver. C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a quand même deux candidats qui se détachent à gauche assez nettement dans les enquêtes d'opinion, Jean-Luc Mélenchon pour une part et Raphaël Glucksmann pour une autre partie. Les deux, ils font quand même 15%, à peu près, plus ou moins 15% dans les sondages d'intention de vote à la présidentielle. Donc si vous voulez, il y a vraiment deux catégories de personnes. D'un côté, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon qui disent surtout pas de primaire. On comprend bien pourquoi, parce que le risque d'une primaire, c'est qu'ils se fassent élire, que quelqu'un se fasse élire à leur place et que donc ils perdent leur capital dans les sondages. Et puis tout le reste de la gauche, où il y a beaucoup d'ambition. On a parlé de Marine Tondelier, on a parlé d'Olivier Faure, mais il y en a d'autres. Il y a François Ruffin, il y a Clémentine Autain, il y a tout un tas de personnes comme ça qui n'existent pas dans les sondages d'intention de vote, mais qui aimeraient bien être malgré tout candidats à la présidentielle et qui se disent qu'une primaire est une bonne façon d'agréger un camp, de trancher le débat. Et puis ils se disent surtout que le choc dans l'opinion se fera
par le moyen de cette primaire, en focalisant, comme vous l'avez très justement souligné, l'attention médiatique et politique sur lui. Donc il y a vraiment deux stratégies différentes, mais il y a quand même des candidats naturels, entre guillemets, en la personne de Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Ce qui fait dire, par exemple, aux socialistes, qui sont pour l'instant très engagés dans le processus d'une primaire, que bon, si Raphaël Glucksmann reste entre 14 et 16% d'intention de vote à la prochaine présidentielle, ils vont peut-être finir par être obligés de soutenir Raphaël Glucksmann. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer les efforts d'Olivier Faure pour exister. Lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de rattraper Raphaël Glucksmann et de faire en sorte que le capital politique et de sympathie de Raphaël Glucksmann dans l'opinion s'étiole pour qu'il y ait moins d'évidence. Mais pour l'instant, il y a quand même une évidence pour la gauche social-démocrate, disons. Walid Bordas, est-ce qu'il y a de l'espace à la présidentielle pour un candidat issu de l'Assemblée, donc un Olivier Faure ou un Laurent Wauquiez, qui, en tant que chef de groupe, aurait réussi à obtenir un certain nombre de victoires politiques et d'acquis concrets aux yeux des Français, et qui pourrait dire, voilà, tel est mon bilan et je souhaite continuer mon travail à la tête de l'État? Alors oui, il y a de l'espace, et c'est le pari qu'ont fait certains des députés présents à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez, qui est revenu à la faveur de la dissolution et des législatives de 2024, a fait, je pense, ce pari-là, de revenir au cœur du réacteur nucléaire de la politique française. François Hollande, à gauche, au Parti socialiste, a fait le même choix. Michel Barnier, côté LR, qui est revenu il y a quelques mois, qui a été élu député de Paris, a fait aussi ce choix. On sent bien, et là on le voit même pendant les discussions budgétaires, ils sont très présents tous, ils essayent de marquer les esprits, de marquer des points. On sent qu'ils se disent que le résultat de la future présidentielle peut passer par une présence à l'Assemblée nationale, par une présence très stratégique à l'Assemblée nationale. À l'inverse, d'autres ont fait le pari complètement contraire. C'est le cas d'Édouard Philippe, qui a préféré rester très éloigné de tout ça, et qui, lui, pense qu'au contraire, l'Assemblée nationale ne peut qu'attirer des ennuis dans l'opinion en vue de la présidentielle. Mais au vu de ce qu'on voit ces derniers jours, je trouve de la manière dont les débats se conduisent dans l'hémicycle et de tout ce qui en ressort. Là, ça fait quelques jours qu'on ne parle que des victoires de Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale. Peut-être que ceux qui sont revenus au centre du jeu politique ont fait le bon choix. C'est aussi le cas, vous parliez d'Édouard Philippe qui est à distance, c'est aussi le cas donc désormais de Bruno Retailleau, qui n'est plus ministre, qui est désormais... qui va revenir au Sénat, certes, mais qui est avant tout chef de parti. Comment il compte continuer à exister dans les mois qui viennent en vue d'une éventuelle aventure présidentielle, si tant est qu'elle puisse se lancer? Là, déjà, il faut se remettre d'une forme de vertige qui s'est imposée, c'est-à-dire que vous étiez place Beauvau, donc c'est le cœur du nucléaire du pays, au Parti des Républicains. Et je sens une légère pointe d'ironie, là. Je veux dire, je ne vais pas parler de chute, mais la transition est dure. C'est une machine qu'il ne connaît pas. C'était avant tout un sénateur. Vous dites qu'il revient au Sénat, il n'est plus président de son groupe au Sénat. Ouais. Et de toute façon, le grand chef, c'est Gérard Larcher. Donc là, il va falloir se façonner une image de chef d'un parti qu'il ne connaît pas, qui en plus, comble de l'ironie, est à quelques mètres de l'Assemblée nationale où son concurrent direct engrange les points ces derniers jours. Il a un autre problème, autre que ce problème purement circonstanciel, c'est qu'il n'arrive pas au sein même de son parti à s'imposer comme chef naturel. On le voit, on a pu le voir au fur et à mesure des discussions depuis l'annonce de sa mise en retrait du futur gouvernement de Lecornu, qui a donné lieu à une grosse scission entre les députés de Laurent Wauquiez et les sénateurs et la présidence du parti. Et donc là, objectivement, il y a un immense chantier très concret d'une machine à reprendre en main et peut-être un pas à faire, si vraiment il vise 2027, à peut-être tout simplement le conceptualiser et l'incarner. C'est-à-dire, dire ça m'intéresse, 2027, et deux, le prouver en allant, je ne sais pas, faire des réunions publiques. Mais pour l'instant, il est aussi discret et difficilement, pas inexistant, mais difficilement audible qu'un Édouard Philippe. C'est marrant d'ailleurs, c'est deux chefs de parti. Ils pourraient s'entendre, ils pourraient
finalement faire un tandem, puisque ils sont tous les deux menacés finalement dans cette position de discrétion, et on voit dans les sondages que ça baisse pour ces deux candidats putatifs. Est-ce qu'ils pourraient monter une forme de tandem? Alors il faudrait ensuite en définir les formes, mais est-ce que c'est une idée qui prend forme? Il y a une convergence politique et intellectuelle et à 80% idéologique, ne serait-ce que sur le programme économique. Il y en a un qui est plus conservateur que l'autre. Donc en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une convergence d'intérêts contre des ennemis qu'ils n'ont pas forcément en commun. Donc Bruno Retailleau, c'est Laurent Wauquiez, et un Édouard Philippe, c'est peut-être un Gabriel Attal ou un Gérald Darmanin. Sur la durée, il faut voir si on compte... C'est toujours le visa du second tour. C'est-à-dire, est-ce qu'on part sur cette idée de « je te soutiens si tu es le plus fort au second tour ». On n'en est pas du tout là entre les deux hommes. Mais je pense que s'il y a confrontation, elle sera claire et brutale et définie. Et s'il y a alliance, elle arrivera suffisamment tôt pour être assumée. Alors, on a parlé beaucoup de stratégie et d'idées politiques. Moi, j'aimerais bien qu'on parle on va faire un petit tour de table très concret sur ce que va être, selon vous, le thème de la future présidentielle. En quelques mots, Benjamin Morel. C'est très lointain, donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent, mais je pense que ce qui va être central, c'est dans quelle mesure, c'était le cas naguère avec le Brexit en Grande-Bretagne, avec Trump également, dans quelle mesure est-ce qu'on peut encore agir en matière de sujets, que ce soit l'immigration, l'économie? Est-ce que l'État peut encore agir sur le réel, peut encore transformer les choses? La réponse populiste, entre guillemets, du RN ou de la FI, elle est claire, c'est de dire on envoie un grand coup de pied dans la fourmilière, on change le système et tout d'un coup, on pourra à nouveau agir. Qu'est-ce que le socle commun, les LR, etc., même les socialistes ont à dire là-dessus? C'est tout sauf évident. Avec une telle montée des extrêmes, si jamais ils n'ont pas de réponse à ça, ils finiront écrasés. Et on peut avoir un second tour, Mélenchon, Bardella. Richard Flurin, rapidement, selon vous, le thème de la future présidentielle? La question centrale de la prochaine présidentielle, c'est qui se retrouvera au second tour face à un candidat Rassemblement National, avec beaucoup de prudence. En l'état, quand on regarde les enquêtes d'opinion, c'est assez clair, et je pense que c'est ça qui guide un certain nombre de choix stratégiques, à gauche, à droite, etc. Donc je pense que ce sera ça. En tout cas, la question stratégique centrale, c'est vraiment celle-là. Wally Bordas, à votre tour. Moi, j'ai l'impression que le sujet de la dette est pour l'instant sous-traité et qu'il commence un petit peu à émerger un peu plus là à la faveur des débats budgétaires. La dette de la France est inouïe. On voit la dégradation de la note par plusieurs agences internationales. Et peut-être qu'à la présidentielle, avec la gauche qui souhaite augmenter les impôts, la droite qui souhaite baisser la dépense publique, peut-être que ça se jouera autour de ce sujet-là. Et Claire, pour terminer. Je rebondis sur ça. Si en effet c'est cette thématique qui ressort et qu'il y a une confrontation entre la gauche et la droite, au moins en 2027, je ne sais pas si ce sera un grand sujet, mais ce sera une évolution ou un retour en arrière, entre guillemets. Est-ce que c'est le retour du clivage gauche-droite? Qu'est-ce qui restera de ces deux mandats qui ont imposé ce qu'on appelle le tripartisme, et est-ce que ce sera le retour de la gauche et de la droite gouvernementale? C'est l'heure des coups de cœur, coups de griffe. Vous connaissez cette séquence de l'émission. Je vous demande une actualité qui vous a marqué positivement ou négativement ces derniers jours. On va continuer avec vous, Claire, si vous le voulez bien. Votre coup de cœur. Mon coup de cœur, alors c'est un peu triste mais joli, parce que c'est le décès du plus beau garçon du monde, qui est donc l'acteur Björn Andresen, qui est donc l'ange dans le film l'ange blond du film Mort à Venise, voilà, donc qui est mort aujourd'hui. Donc voilà, petit hommage à ce visage d'ange. Et mon coup de griffe va au député macroniste Cazeneuve, Pierre Cazeneuve, qui, pour se moquer du contre-budget RN, s'est filmé un peu à la mode TikTok, en dansant et en malmenant le dossier, les feuilles rédigées par le Rassemblement national. Comme toujours, cette version TikTokisée de l'Assemblée nationale, je trouve ça pas à la hauteur du moment. Et pour un macroniste, je pense que peut-être il serait temps de baisser un peu la tête. C'est un peu passé de mode. C'est un peu ringard. Voilà. Un peu ringardos. Un peu boomer. Voilà. Benjamin Morel, votre coup de cœur?
Alors moi, plutôt un coup de cœur, même si je partage le coup de griffe qui vient d'être fait, où c'est toujours compliqué de défendre, de dire les politiques nous représentent, et c'est important, la démocratie est quand même le meilleur des régimes, quand on a en effet ce type de représentation-là. Mais bon, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Sur le coup de cœur, on se satisfait de peu aujourd'hui en droit constitutionnel, étant donné qu'on a un Donald Trump qui a dit qu'il ne postulerait peut-être pas en 2028 en devenant le vice-président de son président pour en prendre la place, ce qui est en effet une possibilité potentielle pour redevenir président des États-Unis, si jamais votre président en place décide de démissionner et de vous laisser le siège. Vous voyez qu'on arrive toujours à jouer avec le droit. Donald Trump, même lui, s'est dit que là, ça allait un peu loin. Et donc, ce faisant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un Donald Trump 2028, mais ça veut dire qu'au moins, on a une voie auquel il renonce. C'est pas si mal. Votre coup de griffe, désormais. Le coup de griffe, du coup, j'en ai pas vraiment vu, d'où le fait que j'ai repris celle de ma camarade de gauche tout à l'heure en me considérant que j'allais m'en sortir. Mais vous êtes bien observateur, c'est bien. Mais je ne vous laisse pas comme ça. Mais d'ailleurs, sur Trump, c'est finalement le scénario Poutine-Medvedev qui avait été réalisé par Vladimir Poutine. Sauf qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas. Alors, on a fait ça en fait. Théoriquement, il y avait une convention aux États-Unis qui interdisait à un chef de l'État de faire plus de 2 mandats parce que Washington n'avait pas été au-delà de 2 mandats. Roosevelt a dit je n'en ai cure, je vais en faire 3, voire 4. Ensuite, on a adopté un amendement dans la Constitution américaine qui interdit de faire plus de 2 mandats successifs. Mais le droit, ce n'est pas des maths. Et le droit, il y a plein d'entourloupes qui sont possibles. Et ce que disaient éventuellement les proches de Trump, c'est que si Donald Trump avait fait 2 mandats, rien ne l'empêchait de devenir vice-président de son successeur. Qu'est-ce qui se passe si jamais un président démissionne alors qu'il est en poste ? Eh bien, son vice-président devient président. Et là, la Constitution n'a rien prévu. C'est une bonne façon de faire un 3e mandat. Le fait qu'on a un Donald Trump qui renonce à l'idée, eh ben, on va dire que c'est un progrès. Richard Flurin, c'est votre tour, votre coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur va au baromètre Fracture française, donc, que j'ai rapidement évoqué, avec des enseignements saisissants, encore une fois, cette année, qui m'ont un peu désespéré, pour tout vous dire, et qui devraient désespérer davantage, à mon avis, la classe politique. 90% des Français qui ont un sentiment de déclin, 96% de mécontents de la situation du pays, 43% qui se disent extrêmement en colère. Un jeune de moins de 35 ans sur 2 est en colère, c'est ce sentiment qui prédomine dans l'état d'esprit des personnes qui ont été sondées. 12% des Français pensent que la situation va s'améliorer à l'avenir. 12% des Français. Oui, c'est pas énorme. J'ai été assez saisi par ça, et c'est vrai que quand on suit la politique, parce qu'on en a le plaisir au quotidien comme ça, on se dit qu'il y a parfois une espèce de difficulté d'analyse de la part de la classe politique. Avec le risque aussi d'une fracture générationnelle. On parle beaucoup de la réforme des retraites, mais derrière cela, il y a aussi de l'animosité qui monte entre les classes d'âge et les générations. Exactement, un sentiment de nostalgie aussi très présent, et un retour du clivage gauche-droite sur les questions économiques, sociales, qui est assez intéressant aussi à observer dans cette étude dont je recommande la lecture. Et mon coup de griffe va à la manière dont le débat sur l'héritage, qui revient toujours comme une ritournelle au moment du budget, la manière dont ce débat a été posé notamment par Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui a présenté l'héritage comme un truc qui tombe du ciel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que ce débat soit posé, il est tout à fait légitime, mais comme pour les retraites, comme pour la fiscalité, si on pouvait l'interroger, le questionner de manière intelligente et rationnelle plutôt qu'avec des déclarations à l'emporte-pièce, ce serait heureux. C'est bien noté. Willy Bordas, pour conclure, c'est à vous votre coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais je vais élargir ça. Ce sont les débats à l'Assemblée nationale là, depuis un peu plus d'une semaine sur le budget. Très sincèrement, depuis que je suis le Parlement, j'ai rarement vu des débats de fond aussi intelligents, intéressants, aussi peu finalement d'animosité entre les députés et autant de parlementarisme. Je me souviens, après la dissolution, on espérait, au vu de l'Assemblée coupée en 3, un nouveau parlementarisme en France. Il n'est peut-être pas en train de naître, mais en tout cas, on voit des choses intéressantes se passer, comme cette réunion la semaine dernière, allant quand même du Parti communiste à Horizon d'Édouard Philippe. Franchement, rarement vu ça sous la Ve République, je pense. Donc voilà, c'était important de le noter. Et le coup de griffe pour les insoumis et les socialistes qui nous font leur jeu d'acteurs, leur meilleur jeu d'acteurs sur les réseaux sociaux, à se pourrir mutuellement là depuis quelques jours justement sur les débats budgétaires et à faire comme s'ils étaient les pires ennemis du monde pour, je l'imagine, au final, à la prochaine élection, se rassembler comme ils le font toujours le moment venu. Mais finalement, les insoumis, peut-être, on les entend un peu moins qu'il fut un temps, j'ai l'impression, en tout cas à l'Assemblée.
Ils ont complètement changé de stratégie. Ouais. La vérité, c'est que leur virulence surjouée entre 2022 et 2024 existe toujours, mais elle est juste naturelle maintenant et finalement, elle se passe comme ça pouvait exister précédemment avec les oppositions droite-gauche qu'il y avait dans l'hémicycle. Et donc aujourd'hui, ils sont plus dans le combat finalement idéologique que dans l'hystérisation du débat à l'Assemblée. Merci Wally Bordas, merci à tous d'avoir participé à cette émission, merci au public de s'être déplacé également pour nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine, vous retrouverez Yves Tréhard pour une nouvelle édition du Club Politique sur Figaro TV. Merci, bonne soirée.